Les lustres en cristal de l'hôtel Aldridge scintillaient au-dessus de nos têtes, projetant une lumière étincelante sur des centaines de smokings sur mesure et de robes de soirée élégantes. Ce n'était pas seulement un gala de charité, c'était une démonstration discrète de pouvoir, où la générosité s'enveloppait de Dom Pérignon et de conversations polies sur le marché boursier. Cole Montgomery entra comme s'il appartenait à cette lumière, son smoking Tom Ford épousant sa haute stature, ses cheveux bruns foncés soigneusement peignés en arrière, et une montre Patek Philippe classique ornant son poignet. Il n'avait pas besoin de parler, les gens s'écartaient sur son passage comme si sa présence créait son propre champ gravitationnel. Ce soir-là, Cole n'était pas là par altruisme. Il avait été invité en tant que visage d'un fonds pour l'autonomisation technologique des jeunes. Mais en vérité, il était là pour maintenir son statut et cultiver des pistes d'investissement. Les gens comme lui ne venaient pas pour sauver le monde, ils venaient pour être vus. Et puis, il la vit. Au milieu de l'élégance raffinée de la foule, se tenait une jeune femme dans une simple robe noire à l'encolure carrée, sans aucun bijou. Ses cheveux bruns tombaient librement sur ses épaules, son visage à peine maquillé. Et pourtant, ses yeux étaient calmes et plus brillants que ceux de quiconque. Elle arrangeait des enveloppes de dons à la table d'enregistrement, expliquant patiemment les virements en ligne à un couple âgé. Cole s'approcha, sans stratégie, mu par la seule curiosité. « Êtes-vous bénévole ici ?» demanda-t-il, saisissant une boisson sur le plateau d'un serveur sans la quitter des yeux. Elle leva la tête, croisant son regard directement, imperturbable. « C'est exact. J'aide à organiser cet événement depuis 3 ans maintenant. Je ne vous ai jamais vu à l'un de ces galas, dit Cole en penchant la tête. Peut-être parce que je n'oublie jamais un beau visage. Elle haussa les épaules. Ou peut-être parce que je ne cherche pas à ce qu'on se souvienne de moi. La réponse arracha un léger sourire narquois à ses lèvres. Intéressant. Le genre de femme qui ne s'agglutinait pas autour de lui comme des abeilles sur du miel. Il y avait là quelque chose d'attirant. Je suis Cole Montgomery, dit-il en lui tendant la main. Je sais, répondit-elle en lui serrant brièvement la main, pas plus que nécessaire. Et vous êtes Harper. Pas de nom de famille. Juste Harper suffit. Pour la première fois depuis des années, Cole se sentit ignoré. Pas de la manière performative dont certaines femmes de son carnet d'adresses l'avaient fait, en feignant le désintérêt. Non, c'était quelqu'un qui, sincèrement, ne voyait rien de remarquable en lui. Il prit une gorgée de sa boisson, s'appuyant nonchalamment contre la table. « Je prévois de partir tôt. Aimeriez-vous prendre un verre avec moi? Le bar sur le toit, à l'étage, a une vue magnifique sur le parc. » Harper pencha la tête et le regarda un instant. Aucune colère, aucune gêne, juste un sourire léger comme une brise. « Non, merci. Je ne bois pas avec des inconnus. Nous ne sommes plus des inconnus. » Cole haussa un sourcil, légèrement irrité par le rejet. « Vous vous êtes présenté il y a moins de 2 minutes, répliqua Harper, se tournant pour aider un autre invité avec le panneau des dons. Peu habitué à être éconduit, Cole plissa les yeux. L'air entre eux sembla s'immobiliser tandis qu'il parlait. Pas fort, mais juste assez pour être entendu. Eh bien, je ne sors pas avec des gens qui ne sont pas de mon rang. Les mots tombèrent comme une pièce de monnaie sur du marbre, léger et sonore, mais résonnant plus loin qu'il ne l'avait prévu. Harper leva les yeux. Sous la lueur chaude des lustres, ses yeux semblèrent se refroidir, non pas de blessure, mais de déception. Puis elle eut un petit rire, doux, sans amertume. « C'est dommage, dit-elle en reposant le stylo dans son support, parce que je ne sors pas avec des gens qui classent les autres selon leur statut. » Cole resta là, sans voix. Harper se retourna et s'éloigna, sa simple robe frôlant le sol comme une volute de fumée. Il la regarda disparaître dans la foule, laissant derrière elle un léger parfum de jasmin et de défaite. Pour la première fois de sa vie, Cole Montgomery n'était pas rejeté parce que quelqu'un ne savait pas qui il était, mais parce qu'elle savait exactement quel genre d'homme il était. Et il détestait cette vérité plus que tout. Vous regardez Soul Stories, là où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Cole Montgomery n'était pas le genre d'homme à être obsédé par les femmes. Il avait tout. La richesse, le statut, un visage considéré comme un atout commercialisable et un historique de rencontres assez long pour faire l'envie de n'importe quel magazine People.
Quand il entrait dans une pièce, tous les regards se tournaient vers lui. Quand il parlait, les gens riaient. Quand il faisait un signe de la main, toute la fête changeait de dynamique. Et pourtant, 3 jours après le gala de charité de l'Aldridge, il ne parvenait pas à se défaire de l'image de cette femme à la robe noire toute simple, de ses yeux imperturbables et de cette réplique silencieuse qui piquait comme une épingle. « Je ne sors pas avec des gens qui classent les autres selon leur statut. » Cette phrase se rejouait dans son esprit à chaque clignement d'yeux, comme une coupure de papier qui ne guérissait pas. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas été rejeté pour son manque d'attrait ou de richesse. Il avait été rejeté pour la manière dont il regardait les autres. Cole était assis dans son bureau aux parois de verre au sommet de la tour Montgomery, faisant distraitement tourner un stylo Montblanc tout en ignorant le contrat devant lui. Daniel, son assistant de longue date, entra avec une tablette. « Vous n'êtes pas dans votre assiette ces derniers jours, » dit Daniel, à moitié en plaisantant. Cole hocha légèrement la tête mais ne répondit pas. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, le regard perdu dans le vague. « Elle s'appelle Harper, » dit-il enfin. « Nom de famille? Aucune idée. Elle a seulement dit Harper, comme si cela suffisait. Vous voulez que je fasse des recherches sur elle? » « Oui, tout ce que tu peux trouver. » Un jour plus tard, Daniel revint, les sourcils froncés d'incrédulité en tenant la tablette. « C'est un fantôme, » dit-il. « Pas de réseaux sociaux, pas de LinkedIn, aucune mention dans les articles financiers. Je n'ai trouvé aucun profil public à part quelques vagues activités de bénévolat. » Cole se redressa. « Rien du tout. » Exactement. C'est comme si elle avait délibérément effacé ses traces. Personne dans le monde de Cole ne faisait ça. Dans la sphère de l'investissement, la présence était tout. Tout le monde voulait être connu, cité, invité, loué. Mais Harper était différente. Elle ne voulait pas être vue, n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle se présentait, faisait le travail et disparaissait, laissant derrière elle un point d'interrogation plus grand que n'importe quel résultat d'investissement. Et pour Cole, ce point d'interrogation devint une obsession. Une semaine plus tard, Cole assista à une petite conférence privée sur les stratégies d'investissement innovantes dans l'éducation technologique. Sur invitation seulement, strictement réservée à des partenaires de capital investissement sélectionnés. Il prévoyait d'écouter quelques panels et de partir tôt. Mais lorsque le modérateur annonça la prochaine intervenante, son cœur s'arrêta. « Veuillez accueillir Madame Queen, représentante du fonds Argive, pour discuter de l'investissement anonyme et des transactions de croissance à faible visibilité. » Cole retint son souffle. Harper sortit des coulisses, toujours la même Harper dont il se souvenait. Simple, nette et discrète. Chemisier blanc, pantalon foncé, pas de bijoux, les cheveux attachés en une queue de cheval basse. Mais cette fois, elle n'était pas une bénévole ignorée. Elle monta sur scène comme si elle en était la propriétaire. « Nous choisissons de rester en dehors des projecteurs, » commença Harper, sa voix calme et assurée, car la lumière peut aveugler. Et quand tout le monde regarde, très peu écoutent vraiment. La salle devint silencieuse. Harper présenta la stratégie à faible bruit et à haut rendement d'Argive, de petites transactions qui évitaient le battage médiatique, mais qui généraient un impact durable et soutenable. Argive ne chassait pas les licornes. Il chassait l'intégrité, la vérité, les entrepreneurs animés par un but, pas par des sorties en bourse. Cole oublia presque de cligner des yeux. Pas un mot prononcé par Harper ne ressemblait à ce qu'il avait entendu dans d'autres panels. Pas de jargon, pas de clichés, pas de jeu d'investisseurs de la haute société. Elle parlait peu, mais chaque phrase tombait comme un clou enfoncé dans du chêne. Il réalisa que ce n'était pas une femme qui ne s'en souciait pas. C'était une stratège, une joueuse discrète sur un échiquier qui gagnait sans jamais avoir besoin de sourire pour la foule. Quand le panel se termina, Harper ne s'attarda pas pour les photos ou les mondanités. Elle partit immédiatement, portant un simple sac en cuir et le même air serein, comme si elle ne venait pas de laisser une salle entière sans voix. Cole resta là, la regardant partir, cette fois non pour flirter, non pour retrouver sa fierté, mais parce que pour la première fois de sa vie, il réalisait qu'il avait rencontré quelqu'un qu'il ne pouvait ni lire, ni contrôler, et ni oublier. Ce matin-là commença comme tous les autres. Même café dans le quartier des affaires de la tour Montgomery, même americano, même titres ennuyeux sur l'application d'actualité financière. Cole Montgomery parcourait paresseusement les articles habituels, introduction en bourse, marché immobilier,
Elon Musk achetant encore quelque chose, quand son regard tomba sur un titre qui le frappa comme un coup de frein brutal au milieu d'une autoroute. La femme anonyme derrière Queen Capital. Harper Queen, enfin révélée. Le cœur de Cole manqua un battement. Il fit défiler l'écran vers le haut, fixant intensément l'article. Chaque mot le frappa comme une vague froide s'écrasant contre son crâne. Harper Queen. Pas possible, pouvait-ce vraiment être la même femme? Il continua à lire, ses lèvres se resserrant à chaque paragraphe. Depuis près d'une décennie, Queen Capital opère comme une puissance de l'ombre dans le monde du capital investissement, connue pour des transactions ne nécessitant ni médias, ni relations publiques, mais générant des rendements supérieurs à la moyenne. L'identité de sa fondatrice n'avait jamais été révélée jusqu'à aujourd'hui. Harper Queen, 36 ans, a grandi dans le système des foyers d'accueil du Vermont, a fondé Queen Capital à 27 ans avec un modeste capital personnel et détient actuellement une fortune nette estimée à 7,2 milliards de dollars. 7,2 milliards. Ce chiffre ne stupéfia pas seulement Cole, il écrasa l'ego soigneusement entretenu sous son costume Armani et sa confiance habituelle au regard froid. Il se renversa dans son siège, les mains tremblant légèrement en tenant son café. Des flashs de cette nuit à l'Aldridge s'illuminèrent dans son esprit, plus clairs que jamais. Harper dans cette simple robe noire, son regard calme, son refus ferme lorsqu'il l'avait invité à prendre un verre, et puis ces mots arrogants résonnant comme un rire moqueur dans sa tête. Je ne sors pas avec des gens qui ne sont pas de mon rang. Il pensait qu'elle n'était qu'une bénévole intelligente et fière. Il pensait qu'il était celui qui était au-dessus. Il avait même trouvé amusant d'être éconduit, comme si c'était un défi temporaire. Mais maintenant, il réalisait que c'était elle qui l'avait méprisé. Non pas parce qu'Harper avait plus d'argent, mais parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de lui prouver quoi que ce soit. Elle n'a jamais dit qu'elle était riche. Elle ne cachait pas qui elle était, mais elle ne l'étalait jamais non plus. Elle était juste elle-même. Et dans un monde où tout le monde essayait constamment de convaincre les autres de leur importance, cette authenticité tranquille était une forme de pouvoir en soi. Cole plia l'iPad, le posa et ferma les yeux. Non pas sous le choc, mais pour contenir la tempête qui se levait dans sa poitrine. Le vertige, la fierté blessée, puis quelque chose auquel il ne s'était pas attendu. Le respect. Il s'était toujours flatté de savoir lire les gens. Donnez-lui 5 minutes et il pouvait dire qui était une opportunité, qui était une menace, qui méritait d'être surveillé. Mais Harper était une énigme qu'il ne pouvait résoudre. Elle n'avait montré aucun signe. Elle n'avait laissé aucun indice. Juste une neutralité calme, si calme qu'elle l'avait déstabilisée. Non pas parce qu'elle était douée pour se cacher, mais parce qu'elle ne se cachait pas du tout. Elle n'avait pas besoin d'être vue, n'avait pas besoin des projecteurs. Elle laissait les résultats parler d'eux-mêmes. Et maintenant, le monde entier les avait entendus, haut et fort. Il prit son téléphone, ouvrit ses contacts. Son doigt plana sur l'écran vide. Il n'avait pas son numéro. Bien sûr que non. Ils n'étaient pas amis. Ils n'avaient même pas échangé leurs coordonnées. Et même s'il l'avait fait, que pourrait-il dire? Désolé de vous avoir sous-estimé. J'ai été un imbécile de penser que j'étais au-dessus de vous juste à cause de l'argent et d'un nom. Ces mots semblaient pathétiques à côté de quelqu'un comme Harper Queen. Daniel entra à ce moment-là, un dossier à la main, jetant un coup d'œil à l'expression stupéfaite de Cole. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Cole ne dit pas un mot. Il fit glisser l'iPad sur la table. Quelques secondes passèrent avant que Daniel ne laisse échapper un sifflement bas. « Harper !» Cole hocha lentement la tête, comme quelqu'un qui avale un glaçon. Elle ne m'a pas seulement rejeté. Elle m'a donné une leçon. Daniel n'eut aucune réponse. Personne n'en avait. Parce que personne n'aurait pu deviner que Harper Queen, la femme qui avait repoussé Cole Montgomery, était en fait l'une des femmes les plus riches d'Amérique. Et personne, surtout pas Cole lui-même, n'avait imaginé qu'il serait terrassé non pas par sa richesse, mais par son intégrité. Quelque chose changea en Cole ce jour-là. Silencieusement. Sans fanfare, ni révélation. Juste un sentiment nouveau, inconnu. Il devait la revoir. Pas pour se racheter. Pas pour s'expliquer ou sauver sa fierté. Mais simplement pour dire quelque chose qu'il n'avait jamais appris à dire correctement. Je suis désolé. 3 jours après l'article de Forbes, Cole Montgomery ne pouvait toujours pas se sortir Harper de la tête. Pas comme un homme obsédé par un rejet dû à un ego blessé. Mais comme quelqu'un qui est forcé pour la première fois de se demander « Quel genre de personne suis-je devenu ?»
Il avait relu l'article au moins 5 fois. Il avait épluché chaque information sur Queen Capital, sur les transactions orchestrées par Harper. Il avait écouté des podcasts, regardé des vidéos de panel. Il avait même traîné sur des forums financiers où les initiés chuchotaient sur la reine invisible de Wall Street. Mais dans tout cela, il ne trouvait pas ce qu'il voulait vraiment savoir. Qui était Harper au-delà des chiffres? Il voulait la comprendre vraiment. Pas pour la conquérir, pas pour prouver qu'il n'était pas si mauvais, mais parce que pour la première fois, Cole voulait sincèrement voir une personne. Pas à travers des préjugés, des suppositions ou des filtres sociaux. Juste la voir telle qu'elle était. Et cette personne, c'était Harper. Cole appela tous ceux qui pourraient la connaître. Organisateurs de conférences, partenaires de l'industrie, quelques contacts ayant des liens avec Queen Capital. Personne n'avait d'informations personnelles. Elle était une forteresse de vie privée. Jusqu'à ce qu'enfin, il trouve un petit bureau satellite à Soho. Un espace modeste et non marqué utilisé par Queen Capital. Cole s'y rendit un mardi après-midi. Sans prévenir. Sans assistant. Sans sécurité. Juste une chemise blanche et un pull à col roulé gris clair. Pour la première fois, il entra dans un immeuble où personne ne le reconnut. Et étrangement, cela ne le dérangea pas. La jeune réceptionniste leva les yeux vers lui, polie mais méfiante. « Je suis ici pour voir Harper Queen », dit Cole directement. Elle hésita. Madame Queen ne rencontre pas de visiteurs extérieurs sans rendez-vous. Alors peut-être pourriez-vous lui dire que Cole Montgomery aimerait la voir. Pas pour les affaires, juste pour dire quelque chose de personnel. La réceptionniste le fixa un instant, puis décrocha le téléphone interne. 1 minute plus tard, elle revint, offrant un petit sourire hésitant. Madame Queen a dit que si c'est quelque chose de personnel, alors mettez-le dans une lettre. Elle n'a plus beaucoup de patience pour les mots qui arrivent trop tard. Cole eut un léger sourire ironique. Il n'était pas offensé. Il hocha la tête, sortit une feuille de papier du carnet en cuir qu'il portait toujours, et s'assit là, dans le hall, pour écrire d'une écriture nette et régulière. « Je ne suis pas désolé que vous soyez milliardaire. Je suis désolé de ne pas avoir eu la gentillesse de voir que vous étiez une personne. Pas de signature, mais ce n'était pas nécessaire. Quelqu'un comme Harper saurait. » Ce soir-là, lorsqu'Harper retourna au bureau après une longue journée de réunion, elle ouvrit le tiroir où les messages personnels étaient habituellement laissés. Une feuille de papier pliée s'y trouvait, sans enveloppe, sans préambule. Elle s'assit, la déplia et lut lentement. Une fois, puis une autre. Pas de justification, pas de contexte, juste des excuses. Riels. Harper se pencha en arrière dans son fauteuil et ferma les yeux. Elle n'était pas en colère. Elle ne l'avait jamais été. Elle s'en était simplement fichue. Pour elle, Cole Montgomery avait autrefois représenté tout ce qu'il y avait de superficiel dans le pouvoir, quelqu'un habitué à être admiré, à la déférence, à utiliser les mots pour remettre les autres à leur place. Elle en avait rencontré des centaines comme lui, et elle avait appris à ne pas laisser ce genre de personne définir sa valeur. Mais maintenant, pour la première fois, elle voyait quelque chose de rare. Un homme puissant prêt à s'excuser sans chercher d'excuses. Elle plia le papier, sans le jeter ni le garder. Elle le posa simplement sur son bureau. Elle n'avait aucune intention de le revoir. Ce n'était pas nécessaire. Mais à l'intérieur, pour la première fois, le nom de Cole Montgomery ne résonnait plus avec arrogance. Il atterrissait doucement, comme un murmure. Honnête, aucun des deux ne voulait que cela arrive. Harper Queen n'aimait pas travailler avec des frimeurs, et Cole Montgomery n'avait pas l'habitude d'être dans des situations qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais lorsque le gouvernement fédéral annonça un programme d'investissement stratégique pour l'éducation nationale en IA avec une exigence non négociable, au moins 2 entités d'investissement de niveau national, dont l'une devait démontrer une performance transparente et un impact social clair, tous les chemins menèrent inévitablement à un duo improbe. Able, Queen Capital et Montgomery Venture, 2 puissances qui ne s'étaient jamais croisées, maintenant forcées de collaborer. Cole apprit la nouvelle en premier, lors d'un déjeuner avec le secrétaire aux affaires économiques à l'hôtel Conrad. L'homme sirota nonchalamment son vin et dit « Nous n'avons pas besoin d'un autre fonds surdimensionné axé uniquement sur l'optimisation des profits. Nous avons besoin d'éthique et de vision. Vous avez le capital. Elle a l'influence sociale. Ensemble, vous êtes l'équilibre dont nous avons besoin. » Cole hocha simplement la tête. Il ne dit rien.
De l'autre côté de la ville, Harper reçut également sa notification, via un email quelque peu direct du ministère de l'Éducation. Nous pensons qu'une collaboration entre Queen Capital et Montgomery Venture représenterait le modèle pilote idéal pour une initiative d'éducation en IA à l'échelle nationale. Harper finit de lire, resta silencieuse pendant 10 minutes, puis esquissa un léger sourire. Le destin, semblait-il, avait un sens de l'humour particulier. Leur première réunion eut lieu dans un bureau loué par le gouvernement au centre-ville de Washington, D.C., mis en scène comme une séance photopolitique. Des fauteuils en cuir brun foncé, une longue table de conférence en noyer, un projecteur dernier cri, des plaques nominatives en argent gravé pour chaque participant. Harper arriva à la première, comme toujours, soignée, minimaliste, n'attirant aucune attention. Elle posa son ordinateur portable, organisa ses documents et resta à l'écart. Cole entra quelques minutes plus tard. Dès qu'il entra, il croisa son regard, tout aussi calme que la dernière fois qu'il s'était vu, ni en colère, ni fuyant, juste indifférent. « Bonjour, Harper, dit-il, plus poli que jamais. « Cole, répondit-elle, d'un ton plat et bref. Ils s'assirent à des extrémités opposées de la longue table. Entre eux se trouvait un groupe d'analystes, d'avocats et de conseillers fédéraux. Personne ne mentionna Forbes. Personne n'évoqua le mot manuscrit. Seulement des rapports, des plans, des projections de retour sur investissement et des tours de financement. Et Harper, elle parla à peine pendant les 45 premières minutes, mais quand elle le fit, la salle se tut. Les données d'entraînement ne devraient pas être entièrement contrôlées par les fournisseurs d'IA. Les enfants ne sont pas des outils. Ce sont des apprenants, pas des ensembles de données. Nous n'avons pas besoin d'un produit avec une jolie interface. Nous avons besoin d'un système qui aide réellement un enfant à lire sa première phrase. Le succès ne se mesure pas au nombre d'élèves qui se connectent. Il se mesure au nombre de ceux qui n'abandonnent pas après l'avoir utilisé. Chaque phrase était courte, direct, sans features, et cela forçait les gens à écouter. Cole, d'abord sur la défensive, se pencha lentement en avant. Chaque fois qu'Harper parlait, il hochait la tête. Elle ne ressemblait à aucun stratège en investissement qu'il avait jamais rencontré. Elle ne vendait pas un rêve dans un emballage scintillant. Elle posait des fondations en béton. Ce qu'elle apportait sur la table avait de la profondeur, de la substance et aucune soif d'éloge. La réunion se termina à 3 heures de l'après-midi. Les gens sortirent un par un, les laissant seuls, entourés de la faible odeur de café rassis et de la douce lumière du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres. Cole regarda Harper ranger ses documents. Pour la première fois, il ne la regardait pas comme une énigme à résoudre. Il la regardait comme quelqu'un qu'il voulait comprendre, non pas pour posséder, mais pour respecter. « Vous pensiez que j'allais tout gâcher, n'est-ce pas » demanda-t-il, à moitié en plaisantant, à moitié sincère. Harper leva les yeux, les bras croisés. « Non, je pensais que vous pourriez apprendre quelque chose si vous restiez silencieux assez longtemps. » La remarque fit rire Cole, pas d'un rire froid, mais de l'éclat de surprise de quelqu'un qui savait qu'il venait d'être touché en plein mille. « Merci de ne pas avoir refusé tout de suite, » dit-il honnêtement. Harper hocha simplement la tête, passant son sac sur une épaule. « Je ne le fais pas pour vous, Cole. Je le fais pour le prochain enfant qui a besoin d'une chance. » Et sur ce, elle quitta la pièce. Ce n'est qu'à ce moment-là que Cole réalisa que le silence, dans certains cas, n'était pas de l'apathie. C'était une leçon. Il y avait une chose à laquelle Cole Montgomery ne s'était jamais attendu, que le changement ne commencerait pas par une prise de conscience dramatique ou un coup porté à son ego. Il commença par une liste. Une semaine après la première réunion avec Harper, Cole reçut un email du partenaire gouvernemental demandant aux deux fonds de soumettre des rapports d'engagement social dans le cadre de la proposition du projet national d'éducation en IA. Montgomery Venture avait déjà une présentation impeccable, des diapositives animées, des graphiques colorés, des campagnes de parrainage méticuleusement filmées et même des témoignages de collaborateurs d'organismes à but non lucratif. Il ouvrit la pièce jointe de Queen Capital avec une curiosité tranquille. Un fichier PDF, sans couleur de fond, sans titre tapac s'engrave l'œil. Juste une liste, une longue liste. Il la parcourut ligne par ligne, des centaines de subventions sans nom de bénéficiaire. Chacune notait simplement « Foyer Haut-Paven, frais de manuel scolaire, année académique 2021, expéditeur, fonds TQ. »
Programme de formation professionnelle au refuge de Woodville, frais de scolarité pour 8 étudiants, expéditeur, TQ. Bourse spéciale pour un ancien orphelin accepté au MIT, expéditeur, TQ. TQ, non pas Queen Capital, mais Harper Queen, ses propres initiales. Personne ne le savait. Qu'il resta immobile. Pendant toutes ces années dans l'industrie, il avait vu d'innombrables rapports RCE, responsabilité sociale des entreprises, chacun conçu comme une campagne de relations publiques. Mais ceci n'était pas une campagne. Pas de caméra, pas de logo, pas de photo sur scène à côté d'un enfant souriant en toge de diplômé. Juste de l'action, silencieuse, constante, à long terme et naturelle. Il fixa ses lignes de texte simples avec un serrement dans la poitrine, un sentiment rare pour quelqu'un qui avait longtemps mesuré la vie en chiffres. Le lendemain, en passant par Brooklyn pour une visite de site pour le programme pilote d'IA, Cole aperçut une petite bannière accrochée à l'extérieur d'un centre communautaire. Félicitations à Lily, la première orpheline du foyer Haven à recevoir une bourse complète pour Stanford. En dessous, une ligne manuscrite, légèrement inclinée. Merci à la donatrice anonyme, Madame TQ, qui a cru en moi quand je ne croyais pas encore en moi-même. Cole, S-Readernet. Il n'entra pas. Il resta juste là, devant le vieil immeuble peint en jaune, écoutant le bruit des enfants qui riaient et couraient à l'intérieur, pensant à Harper, la femme qu'il avait autrefois froidement repoussée, mais qui avait silencieusement ouvert porte après porte pour des enfants sans nom. Elle n'essayait pas de paraître bonne. Elle ne prêchait pas sur l'éthique. Elle agissait, puis se retirait pour laisser les autres briller. Pas de scène, pas de projecteur, pas besoin d'être vue. Et c'était précisément cela qui lui donnait envie de continuer à la regarder, non pas parce qu'elle était belle, non pas parce qu'elle était milliardaire, mais parce qu'elle était la seule personne qu'il ait jamais rencontrée dont la présence ne dépendait pas de la lumière. Elle brillait par son silence. Ce soir-là, de retour dans son Penthouse au 43e étage, Cole n'alluma pas les lumières. Il se tenait près des baies vitrées, regardant les phares de la ville couler en contrebas comme des ruisseaux d'or. Sur la table, son téléphone vibra doucement avec une nouvelle notification de projet. Harper venait de télécharger des notes sur l'adaptation du cadre de l'IA par région de revenus. Juste 3 lignes, mais claires, perspicaces, et si pointues qu'il n'avait rien à ajouter. Il tapa une réponse, puis hésita, et ajouta une ligne de plus. Merci de toujours penser à ceux qu'on oublie si facilement. J'apprends cela de vous. Il ne savait pas si Harper le lirait. Elle répondait rarement aux messages personnels. Mais pour lui, envoyer cette phrase suffisait à le faire respirer plus facilement. Parce que maintenant, il ne pensait plus à elle comme la femme qu'il avait rejetée. Il pensait à elle comme quelqu'un au-dessus de lui, non pas à cause de la richesse, mais parce qu'elle était le genre de personne qu'il n'avait même jamais rêvé de rencontrer, et encore moins de vouloir changer lui-même, juste pour être digne de la regarder dans les yeux. C'était l'une de ces rares soirées sans réunion, sans emails urgents, sans appel de conseiller de projet. Le bureau partagé au 21e étage était presque vide. La douce lumière jaune des ampoules suspendues se reflétait sur les tables en verre, baignant l'espace d'un calme tranquille, comme une image fixe d'un film muet. Cole était toujours là, attendant la fin du téléchargement d'un fichier d'analyse de données de l'équipe technique. Il était assis en face du bureau d'Harper, ses yeux parcourant inconsciemment les notes manuscrites soignées de son agenda de projet. Propre, précise, sans rature. Tout comme elle, contrôlée, discrète, méticuleuse. Soudain, la porte s'ouvrit. Harper entra, sans maquillage, sans manteau, juste une chemise blanche et un pantalon foncé. Elle parut légèrement surprise de le voir encore là, mais pas agacée. « Vous n'êtes pas encore rentré ?» demanda-t-elle, simplement. « J'attends un fichier », répondit Cole, puis il ajouta, « Et vous ?»« J'ai oublié mon téléphone. » Elle prit son téléphone sur le bureau, puis après une brève pause, au lieu de se retourner et de partir comme elle le faisait d'habitude, Harper tira une chaise et s'assit. Quelques secondes de silence passèrent, puis très doucement, elle dit, « Saviez-vous que j'avais un nom différent avant ?» Cole leva les yeux. « À l'époque où je travaillais dans un petit fonds d'investissement, j'utilisais mon vrai nom, Harper Delaney. » Il ne répondit pas, il écoutait simplement. « Et je suis tombée amoureuse de quelqu'un à cette époque. Nous nous sommes rencontrés lors d'un petit séminaire de l'industrie. Il disait qu'il venait de rien, qu'il s'était fait tout seul, qu'il vivait simplement. Je l'ai cru. Je ne parlais pas de mon argent non plus. À l'époque, je venais de faire mon premier investissement privé,
une transaction immobilière discrète qui avait rapporté un bon rendement. Harper marqua une pause, les yeux perdus dans un lointain souvenir. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. 3 jours après, un rapport financier me concernant a fuité dans la presse, un de mes portefeuilles cachés. Je n'en avais jamais parlé à personne, sauf à lui. Cole n'eut pas besoin de demander ce qui s'était passé ensuite. Il a nié, bien sûr, puis a rompu les fiançailles, disant qu'il ne pouvait pas vivre avec quelqu'un qui avait tant de choses à cacher. 3 mois plus tard, il est apparu avec une nouvelle petite amie, une journaliste. Il n'y avait aucune douleur dans la voix d'Harper, juste du vide. Je n'ai pas porté plainte, je n'ai pas parlé. J'ai changé le nom de la société, changé le nom sur mes papiers, je me suis retiré. Depuis, je laisse mon travail parler, pas mon nom. Cole serra les poings sous la table. Harper le regarda droit dans les yeux, sa voix calme mais délibérée. Je n'ai pas peur d'être aimé pour mon argent. J'ai peur d'être aimé par quelqu'un qui ne supporte pas le fait que je ne peux pas être contrôlé par lui. À cet instant, Cole réalisa tout ce qu'il avait autrefois admiré chez Harper. Son silence, sa force, son refus d'être vu, rien de tout cela n'était inné. Tout était né d'une blessure, une blessure si profonde qu'elle ne saignait plus, laissant seulement le silence à sa place. Il la regarda longuement, pour la première fois, non pas comme un PDG regardant une partenaire, non pas comme un homme regardant la femme qu'il avait rejetée, mais comme un être humain voyant enfin un autre être humain. « Merci de me l'avoir dit », dit-il doucement. Harper se contenta de hausser les épaules, mais pour la première fois, ses yeux n'étaient pas sur la défensive. « Tout le monde ne mérite pas la vérité, » dit-elle, mais certaines personnes en ont peut-être besoin pour comprendre. Et il comprenait. Elle n'était pas froide. Elle ne craignait pas les projecteurs. Elle y avait été mise à nu et blessée de la manière la plus profonde. Et depuis, elle avait choisi de rester dans l'ombre, mais elle portait toujours la lumière là où elle était nécessaire. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. C'était un jour de début d'automne, et la ville de New York venait d'être nettoyée par une pluie nocturne, laissant derrière elle des trottoirs humides et une rare clarté dans l'air. Le bureau de projet partagé était plus calme que d'habitude ce matin-là. Les gens travaillaient dans un silence constant, pas de longues réunions, pas d'appels urgents à l'interphone. Cole arriva tôt, mais pas pour le travail. Il venait pour Harper. Depuis la nuit où elle lui avait parlé de son passé, de l'homme qui l'avait trahi avec la vérité qu'elle avait osé partager, Cole ne la voyait plus comme une femme froide. Il la voyait comme quelqu'un qui avait appris à vivre sans avoir besoin du pardon de personne. Et cela lui donnait envie de lui montrer quelque chose de lui-même, quelque chose d'imparfait. Cet après-midi-là, alors qu'Harper se préparait à partir tôt, Cole s'approcha et se plaça doucement sur son chemin près de l'ascenseur. « Il y a quelque chose que je pense devoir dire, » dit-il, d'un ton calme, sans contrainte, humble. Elle hésita, puis appuya sur le bouton pour ouvrir les portes de l'ascenseur et s'écarta. « Direction le centre-ville » demanda-t-elle. « Direction le centre-ville » acquiesça-t-il. Ils s'assirent dans un petit café de Greenwich Village, où la douce lumière des appliques murales brillait sur les briques apparentes, créant un espace étrangement intime. Personne ne les remarqua. Personne n'essaya de les reconnaître. C'était comme s'ils étaient tous les deux sortis de leur rôle, pour un moment. Harper commanda un thé à la menthe. Cole prit un expresso. Ils s'assirent dans un coin tranquille, loin du comptoir, comme si le monde s'était rétréci à eux deux et à leur souffle. « À l'époque, commença Cole, je ne comprenais pas pourquoi vous ressentiez le besoin de vous cacher. Je pensais que si j'avais 7 milliards de dollars et un esprit comme le vôtre, je monterais sur toutes les scènes que je pourrais trouver. Maintenant, je ne pense plus cela. » Harper ne dit rien, mais son regard s'adoucit. Il continua. « Ma mère était investisseuse. Pas grande, pas célèbre, mais elle était intelligente, intuitive, et elle croyait que le succès n'avait pas besoin d'être brutal. Elle a lancé un petit fonds avec son amie la plus proche, celle en qui elle avait le plus confiance. » Il baissa les yeux sur ses mains, retraçant de vieux souvenirs. Elles ont travaillé ensemble pendant 5 ans. Puis un jour, elle a découvert que son ami utilisait son nom pour blanchir de l'argent. Quand elle l'a dénoncé, il s'est retourné contre elle, l'a blâmée pour tout. Et moi, j'avais 19 ans. J'ai vu ma mère s'effondrer sous les gros titres. Harper ne cacha pas sa surprise. « Cole Montgomery »
L'homme qui se tenait toujours droit, qui parlait en pourcentage et en projection, lui parlait maintenant de ses blessures comme si c'étaient les vérités les plus importantes qu'il portait. Elle a tout perdu. Pas seulement de l'argent, sa confiance dans les gens. Elle s'est retirée de l'industrie. Et moi, j'ai décidé que je ne laisserai plus jamais personne me duper. Je pensais que pour survivre, je devais lire les gens comme des pièces d'échecs, les catégoriser, avoir toujours 2 coups d'avance. Il y eut un petit rire sans joie. Et puis je vous ai rencontré. Quelqu'un que je ne pouvais pas lire, pas prédire, pas placer. Au début, j'ai vu ça comme une menace. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Harper ne parlait toujours pas, mais elle ne détourna pas le regard. « Merci, » dit-elle doucement, de me l'avoir dit. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, sans se presser de le combler, sans besoin de le dépasser, laissant simplement l'espace entre eux s'apaiser, n'étant plus tendu comme un fil tiré. Finalement, Harper leva sa tasse de thé, prit une gorgée, puis, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, dit « Si vous êtes libre un de ces jours, je connais un endroit dans le West Village qui fait de bons scones à la cannelle. » Cole cligna des yeux, puis eut un lent sourire. « Est-ce une invitation? Pas pour le projet, pas pour des rapports. » Elle croisa son regard. « Juste parce que je me sens en sécurité. » Cole ne répondit pas, mais à ce moment-là, il se pencha et ramassa instinctivement un petit bout de papier près d'Harper. Ses doigts effleurèrent le dos de sa main, et elle ne se retira pas. Ils se regardèrent, pas de baiser, pas de promesses chuchotées, juste un contact maladroit et 2 regards sans défense. Ce n'était pas le début d'une histoire d'amour. C'était la fin de la défense. Le lundi matin, Harper se réveilla plus tard que d'habitude. Elle se prépara une tasse de thé au jasmin, ouvrit les fenêtres pour laisser l'air frais envahir son appartement et prévoyait de passer la matinée à peaufiner la proposition finale pour le projet national d'éducation en IA. La semaine précédente, les choses avaient semblé stables, pas intimes, pas trop proches. Mais quelque chose entre elle et Cole Montgomery avait commencé à s'adoucir, comme une fine couche de glace fondant en une première goutte d'eau. Jusqu'à ce qu'elle ouvre son téléphone. Actualité financière, gros titre. Cole Montgomery s'apprête à acquérir une participation stratégique dans Queen Capital via la collaboration sur l'IA, une manœuvre tactique pour puiser dans le réseau d'investissement de l'héritière milliardaire. Elle cligna des yeux. Des sources suggèrent que Montgomery Venture a proposé une clause autorisant le partage des données de la plateforme, y compris un accès préliminaire à l'écosystème EdTech de Queen Capital, un précurseur probable d'une stratégie de fusion douce. Harper resta immobile. Ce qui traversa sa poitrine n'était pas de la colère, c'était du froid. Un frisson lent et paralysant qui se propagea de son sternum jusqu'au bout de ses doigts. Elle avait déjà vu ça. 10 ans plus tôt, elle avait été le nom à côté d'un partenariat stratégique, puis avait été dévorée par la personne même en qui elle avait confiance. À l'époque, elle avait parlé. Elle avait résisté. Elle avait crié. Et personne ne l'avait cru. Cette fois, elle ne cria pas. Elle se leva simplement, éteignit son écran, ferma son ordinateur portable et envoya un seul email. Je me retire par la présente du projet national d'éducation en IA. Queen Capital remettra tous les livrables terminés. Pas de médias. Pas de déclaration. HarperQuinn. Pas de formule de politesse. Pas d'explication. Chez Montgomery Venture, Daniel se précipita dans la salle de conférence en plein milieu d'une réunion. « Tu as vu les nouvelles de ce matin? » « Oui, » répondit Setchum & Cole. Harper vient d'envoyer un email. Elle se retire du projet. Sans avertissement. Cole hocha la tête. Il le savait. Il avait lu cet email 4 fois. Chaque mot était comme une gifle, pas forte, mais assez vive pour piquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Publier une déclaration publique? Contre-attaquer dans la presse? Cole secoua la tête. Inutile. Si je parle maintenant, elle pensera que c'est pour limiter les dégâts. Daniel fronça les sourcils. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'as jamais eu cette intention. Je sais, dit Cole, les yeux fixés sur la fenêtre. Mais la vérité ne suffit pas. Elle a besoin de voir autre chose. Quelque chose que je n'ai jamais fait pour personne auparavant. 3 jours plus tard, les médias s'enflammèrent devant une décision inattendue. Montgomery Venture retira formellement toute participation et tout intérêt du projet d'IA, même si le projet lui-même se poursuivait. Il n'y eut pas de conférence de presse. Pas de manipulation. Juste une simple déclaration. Nous ne nous engageons pas dans des projets qui compromettent la confiance entre partenaires.
La confiance ne peut être signée dans un contrat. Mais une fois qu'elle est perdue, aucune clause ne peut la racheter. Harper lut le communiqué le vendredi soir. Elle ne dit rien. Elle n'envoya de message à personne. Elle resta juste assise seule, en regardant Cole sortir du siège de sa société, déclinant chaque interview. Pas d'explication, pas de blâme, pas d'excuse. Juste une retraite discrète et opportune. Pour la première fois depuis des années, Harper ne savait pas quoi ressentir. Pas de justification, pas de soulagement, mais quelque chose d'étrange. Peut-être que cette fois, quelqu'un n'essayait pas de gagner contre elle. Peut-être que quelqu'un essayait de ne pas la blesser davantage. Et ce simple acte, sans parole, la terrifiait plus que n'importe quel grand discours n'aurait jamais pu le faire. Après s'être retiré du projet d'IA, Cole disparut des médias. Pas d'interview, pas de déclaration, pas de contre-récit, pas d'éditoriaux de Montgomery Venture. Dans la presse, les gens commencèrent à se demander « Où est Cole Montgomery ?» La réponse ? Dans des endroits que le monde financier n'avait jamais pris la peine de regarder. Une petite ville du Vermont, la ville natale de sa mère. Un lycée public sous-financé où les tableaux noirs et la craie blanche étaient encore utilisés et où les élèves n'avaient jamais vu une ligne de code de leur vie. Et un vieux pick-up que Cole avait loué pour transporter du matériel pédagogique à travers les villes rurales du Nord-Est. Pas de secrétaire, pas d'assistant, pas de caméra. Juste Cole en t-shirt gris délavé, les cheveux légèrement en désordre, les mains couvertes de poussière de craie, à genoux au milieu d'un groupe de jeunes de 15 ans, leur montrant comment exécuter un simple script Python pour contrôler un mini-robot. Chaque ligne de code est une façon de dire à l'ordinateur que vous avez une voix, dit-il, ses yeux empreints d'une patience que personne ne lui avait jamais vue dans une salle de conseil. Cette petite initiative, il l'avait lancée sous le nom de le Sylvia Fund, et seuls quelques travailleurs communautaires savaient que Sylvia était le nom de sa mère. La femme qui avait tout perdu dans un acte de trahison, et qui lui avait dit un jour « Personne n'a besoin que tu sois puissant. Mais si tu veux être digne de la confiance de quelqu'un, tu dois d'abord apprendre à être gentil. » Il ne le publia pas, n'en parla à personne. Il le fit, tout simplement. Harper le découvrit tout à fait par hasard. Un soir, alors qu'elle cherchait des ressources pour une campagne d'éducation en milieu urbain, elle cliqua sur une vidéo YouTube discrète intitulée simplement « Un étranger enseigne le codage à notre école. Merci de croire que nous en étions capables. » La vidéo était filmée avec un téléphone, de mauvaise résolution, mais la lumière dans la salle de classe était suffisante pour révéler l'homme debout devant le tableau blanc, le visage maculé de craie, les manches retroussées, aidant doucement un enfant qui tenait une souris d'ordinateur à l'envers. Cole Montgomery. Pas de costume, pas de cravate, pas d'image publique. Juste un homme à genoux, à la hauteur des yeux d'un enfant, non pas pour enseigner le code, mais pour dire « Tu comptes ». Harper oublia de respirer pendant plusieurs secondes. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de grandiose, mais parce qu'il ne lui en avait pas parlé. Il n'avait pas eu besoin qu'elle le voie, n'avait pas demandé à être pardonné, ne l'avait pas fait pour marquer des points. Il l'avait fait parce qu'il avait changé, vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalisa qu'elle ne pouvait plus détourner le regard. Le lycée de Willow Creek était niché dans une vallée du Vermont, entouré d'érables qui commençaient tout juste à virer à l'or et au cramoisi. C'était une vieille école, son toit strié par le temps, ses fenêtres en bois grinçant à chaque coup de vent, mais aujourd'hui, elle brillait d'une chaleur inhabituelle. Des rires, le cliquetis des claviers et de petites acclamations alors que les lumières de codage s'allumaient pour la première fois. Cole Montgomery effaçait le tableau blanc quand Harper entra. Elle se tenait à la porte, un bonnet tricoté dans une main et une écharpe lâchement drapée dans l'autre, le regardant comme si elle voyait un homme complètement différent. Il ne s'était pas encore retourné, mais un des enfants lança « Au revoir, Monsieur Cole. J'apporte mon robot demain. Je me souviendrai de ce que vous avez dit, n'attendez pas la permission pour faire quelque chose de grand. » Cole sourit, hocha la tête, et se tourna pour fermer la porte de la classe, seulement pour la voir debout là. Ils s'effigèrent. « Harper !» Elle ne parla pas tout de suite, se contentant de le regarder, l'homme contre qui elle s'était autrefois protégée, dont elle s'était éloignée, maintenant debout dans une salle de classe, de la poussière de craie sur sa manche, les yeux plus doux que n'importe quel titre de journal jamais écrit sur lui. « Je ne pensais pas que vous viendriez. » dit-il honnêtement. « Je ne le pensais pas non plus, » répondit-elle. La classe s'était vidée, les enfants étaient partis. Seuls eux deux restaient, entourés de l'odeur du papier,
de la poussière de craie et de la chaleur tranquille d'une confiance qui commençait à peine à prendre racine. J'ai vu la vidéo, dit-elle doucement. Pas un clip promotionnel, juste un enregistrement tremblant de téléphone, mais clair. Plus clair que n'importe quelle défense que vous auriez pu faire. Cole baissa les yeux sur ses mains. Il ne dit rien. Harper fit quelques pas de plus, sans plus d'yeux méfiants, sans armure de sang-froid. Juste une femme debout devant un homme. Chaque couche de faux-semblant tombait. Votre erreur, dit-elle lentement, comme si elle pesait chaque mot, a été de penser que vous saviez tout, d'être assez arrogant pour juger les gens sur les apparences. Cole hocha la tête. Any conteste pas. Mais mon erreur. Sa voix se brisa, a été d'avoir peur d'être aimé. Peur que si je laissais quelqu'un entrer, il s'en servirait, le transformerait en piège. J'ai laissé cette peur me guider pendant trop longtemps. Une longue pause, pas lourde, juste pleine. Puis elle ajouta, à peine au-dessus d'un murmure. Pour la première fois depuis des années, j'ai envie de croire en quelqu'un. Et le plus effrayant, c'est que ce quelqu'un, c'est vous. Cole se vainqua. Il ne la toucha pas, ne saisit pas sa main, ne se pressa pas. Il se tint juste près, assez près pour qu'elle entende son souffle, pour qu'elle voie la sincérité dans ses yeux, des yeux n'appartenant plus à un PDG ou à un homme autrefois brisé, mais à quelqu'un qui apprenait à aimer sans condition. Je ne vous demande pas de me pardonner, dit-il doucement. Je veux juste que vous sachiez que même si vous partez, je continuerai à faire de bonnes choses. Pas pour vous, pas pour être vu, mais parce que vous m'avez rappelé ce en quoi ma mère croyait. Harper ne répondit pas. Elle fit juste un demi-pas en avant, juste assez pour que ses bras s'enroulent autour d'elle, et ils s'étreignirent dans cette petite salle de classe où les bureaux étaient inégaux et où le tableau blanc portait encore les mots « Vous êtes assez » à l'encre verte effacée. Il n'y avait pas de musique, pas de projecteur, pas de baisers précipités ni de grandes déclarations. Juste deux personnes qui avaient oublié comment faire confiance, s'appuyant maintenant l'une sur l'autre dans la douce quiétude de quelque chose dont ils ne se pensaient plus dignes. L'espoir. Le sommet Forbes Impact eut lieu à la fin de l'automne à New York, dans un auditorium aux parois de verre inondées de lumière naturelle. C'était l'un des événements les plus attendus de l'année, rassemblant des investisseurs, des fondateurs et des dirigeants ayant un impact social de grande envergure. Le thème de cette année, l'avenir commence avec la confiance. Et sous la section des invités spéciaux apparurent deux noms qui firent haleter tout le monde de la finance et des médias. Harper Quinn, la femme qui avait passé sa vie hors de la scène. Cole Montgomery, le symbole d'une nouvelle génération de leadership qui s'était discrètement retiré d'un accord d'1 milliard de dollars pour des raisons de confiance. Personne ne savait s'il viendrait, personne n'était sûr s'il se parlait encore, mais tout le monde était là, attendant une réponse. Cole se tenait en coulisses, vêtu d'un costume gris clair, sans cravate, un plan de discours plié à la main. Mais ses yeux n'étaient pas sur le papier. Ils étaient sur la femme qui marchait vers lui de l'autre côté du couloir, blazer bleu nuit, cheveux relevés en un simple chignon, et une expression plus radieuse qu'il n'en avait jamais vue sur elle. Harper s'arrêta devant lui. Elle ne dit rien, mais dans le léger hochement de tête qu'elle lui fit, il y avait tout un monde de reconnaissance. Elle regarda vers la scène où le modérateur se préparait à les présenter. Puis, sans hésitation, elle tendit la main, non pas pour qu'il la guide, mais pour qu'ils puissent avancer ensemble. Cole sourit doucement et entrelaça ses doigts avec les siens, et ils sortirent côte à côte. L'auditorium tout entier se tut, non pas de choc, mais parce que quelque chose de réel se produisait. Ce n'était pas un couple de relations publiques, pas une campagne, pas de flash, pas de spectacle. Juste deux personnes qui avaient traversé le silence et l'incompréhension et qui choisissaient toujours d'avancer ensemble. Sur scène, Harper fut la première à prendre le micro. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce qui s'est passé entre nous. Commença-t-elle, sa voix calme, claire. Nous ne sommes pas ici pour clarifier des rumeurs, nous ne sommes pas ici pour nous défendre, et certainement pas pour prouver que nous avions raison. Elle se tourna pour regarder Cole, son expression adoucie. Nous sommes ici, dit-elle, parce que nous avons tous les deux appris la chose la plus importante dans toute relation, que ce soit un partenariat commercial, une amitié, ou quelque chose de plus. Elle serra plus fort la main de Cole. C'est que nous ne nous présentons pas pour prouver quoi que ce soit. Nous nous présentons pour apprendre à nous respecter mutuellement. Elle marqua une pause, puis continua. Je dirige toujours Queen Capital, mais pour la première fois, j'ai choisi d'entrer dans la lumière non pas pour être reconnu,
mais pour protéger ce que je crois juste. Je ne me tiens plus derrière des feuilles de calcul. Je me tiens devant chaque décision avec une seule question. Est-ce que cela sert les gens avant de servir le profit? Cole la regarda avec une fierté tranquille, puis prit le micro. Je dirige toujours Montgomery Venture, mais j'ai arrêté d'essayer de reproduire le succès uniquement par les chiffres. J'ai commencé à me concentrer sur des projets qui changent réellement des vies, en particulier dans l'éducation, la technologie communautaire et la création d'opportunités dans les endroits que le marché oublie. Je pensais que changer le monde était pour les gens les plus brillants. Maintenant, je comprends que cela commence au moment où vous choisissez de croire en la chose la plus gentille que vous puissiez faire. Les applaudissements commencèrent au 3e rang, puis se propagèrent dans toute la salle. Cole reprit le micro, les yeux ne quittant jamais ceux d'Harper. Je croyais autrefois qu'il fallait être au sommet pour avoir un impact, dit-il. Maintenant, je sais que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous asseoir, d'écouter quelqu'un de complètement différent de vous, et de choisir de le croire. Il jeta un coup d'œil à la salle, puis de nouveau à elle. C'est elle qui me l'a appris. Pas par des mots, mais par sa façon de vivre. Après le discours, ils ne donnèrent aucune interview, ne posèrent pour aucune photo privée. Ils quittèrent simplement la scène main dans la main, traversant une foule qui ne les regardait plus avec curiosité, mais avec respect. Parce que la seule chose qu'ils avaient vraiment rendue publique ce jour-là n'était pas leur amour, ni leur passé. C'était la confiance qu'ils avaient reconstruite, tenue non pas dans des promesses, mais dans les mains l'un de l'autre. Vous regardez Soul Stories, en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. La petite ville juste au nord de Rhinebeck, New York, nichée le long de la rivière Hudson comme un soulignement discret sous les cartes bruyantes du monde financier. Là-bas, personne ne se souciait du marché boursier. On parlait de la météo, de la récolte de pommes d'automne et du chien du voisin qui venait d'avoir sa 3e portée. C'est là qu'Harper et Cole choisirent de disparaître. Non pas pour fuir, mais pour recommencer, comme 2 personnes ordinaires. La maison qu'ils louaient se trouvait au bout d'un chemin de terre, recouverte de feuilles d'érable dorées tombées. Elle avait un large porche, une balançoire en bois qui grinçait pour les après-midi, et une cuisine ensoleillée. Personne ne les reconnaissait, personne ne prenait de photos en secret, pas de boîte de réception bourdonnante de messages nécessitant une réponse en 5 minutes. Juste Harper, Cole, et assez de silence pour enfin respirer sans sourciller. Cole se levait tôt chaque matin. Il préparait le café, ouvrait les fenêtres et lisait des livres sur la levure, les températures du four et les ratios de farine. Il y a 3 semaines, lors d'une session de codage à l'école locale, les enfants avaient soudainement demandé « Savez-vous faire de la pâtisserie ?» Il avait dit non, et ils avaient ri comme s'ils venaient d'avouer un crime grave. Cette nuit-là, il décida d'apprendre. Maintenant, il savait comment mélanger la pâte sans trop la travailler. Il savait attendre patiemment que la levure lève. Il savait que les enfants préféraient les cookies aux pépites de chocolat, aux biscottis italiens. Et surtout, il savait attendre. Non pas pour réparer ou prouver, mais pour regarder quelqu'un grandir comme il était censé le faire. Harper, de son côté, écrivait. Un peu chaque jour. À un bureau en bois usé près de la fenêtre, avec une tasse de thé refroidissant lentement et son ordinateur portable ouvert, elle tapait les premières lignes de son tout premier livre, La richesse sans égaux. Ce n'était pas un guide financier, ni des mémoires. Juste des pensées calmes et honnêtes sur la construction de la richesse sans se perdre, sur la valeur du silence, sur la confiance qui ne peut s'acheter, sur des leçons que la presse ne lui avait jamais demandées et qu'elle n'avait jamais eu besoin de dire jusqu'à présent. Cole ne demandait pas ce qu'elle écrivait. Harper ne demandait pas ce qu'il allait cuire ensuite. Mais leurs mains se frôlaient souvent en rangeant la cuisine, en arrosant les plantes, ou en se faisant discrètement signe quand un cerf s'aventurait dans le jardin. Ils ne se disaient pas « je t'aime » tous les jours. Mais ils lavaient la nappe ensemble quand elle était tachée d'encre, restaient silencieux quand l'autre était fatigué, partageaient une demi-pente de la boîte à lunch sans commentaire. Un après-midi, après que les enfants soient rentrés chez eux, Cole lavait une plaque de cuisson quand Harper se tint silencieusement dans l'embrasure de la porte, le regardant longuement. Elle n'appela pas. Elle regardait simplement. Il se tourna, croisa son regard. Pas de questions, pas de suppositions. Elle sourit. Il hocha la tête. Et c'était suffisant.
Parce que pour eux, maintenant, l'amour n'avait pas besoin d'être confirmé. Il se produisait déjà chaque jour, dans des moments si petits que le monde les manquait habituellement. New York City, dans la dernière ligne droite de l'hiver, semblait un peu moins pressé. Le vent mordait encore froid. Les lampadaires traçaient encore de longues lignes sur chaque avenue. Mais dans un coin tranquille de l'East Village, de vieux souvenirs semblaient persister. Pas effacés, pas oubliés. Juste attendant d'être touchés à nouveau au bon moment. Cole tenait la main d'Harper, la guidant dans les vieilles marches en bois qui menaient au toit d'un immeuble de 3 étages. Ils avaient marché près de 10 pâtés de maisons pour y arriver, dépassant les klaxons, les cafés familiers et les regards différents des étrangers. Personne ne les reconnut, et personne n'en avait besoin. Lorsqu'ils arrivèrent sur le toit, Harper s'arrêta. Devant elle, une vue qui n'avait pas beaucoup changé en 10 ans. Des rampes en fer rouillé, quelques plantes en pot défraîchies, et une guirlande de lumière que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, avait laissé suspendue tout ce temps. Mais dans la douce lueur dorée de la fin d'après-midi, cet endroit n'était plus ce qu'il était. Ce n'était plus laquelle se cachait du regard du monde. C'était laquelle avait autrefois appris à se tenir debout, seule. Vous vous souvenez de cet endroit? Demanda Cole, tenant toujours sa main. Je me tenais ici tous les dimanches soirs, dit doucement Harper, quand je n'étais pas sûr de pouvoir payer le loyer du mois suivant. Je sais. Elle se tourna vers lui, surprise. Vous savez? Cole hocha la tête. Après avoir appris votre ancien nom, Harper Delaney, j'ai fouillé quelques vieux registres. Pas pour m'immiscer, juste pour comprendre. Vous avez vécu ici pendant 4 ans et demi. Personne ne savait qui vous étiez. Personne ne savait que vous aviez lancé Queen Capital depuis une table pliante dans un appartement du 3e étage. Harper baissa les yeux, puis les releva. Pourquoi m'amener ici? Il ne répondit pas tout de suite. Il lâcha sa main, fit un pas en arrière, puis lentement, il s'agenouilla. Pas de bague, pas de rose, pas de musique jouant quelque part en fond sonore. Juste le bruit du vent bruissant dans ses cheveux et le battement de cœur dans la poitrine d'Harper, plus rapide qu'elle ne voulait l'admettre. Cole leva les yeux vers les siens. Pas de tremblement, pas d'hésitation, mais pas de pression non plus. Je n'ai pas besoin que vous soyez milliardaire. Je n'ai pas besoin que vous soyez forte tout le temps, ou que vous ayez raison, ou que vous contrôliez tout. J'ai juste besoin que vous soyez quelqu'un qui ose à nouveau faire confiance à son cœur. Harper resta immobile. Tous les murs qu'elle avait jamais construits. T.S. tremblèrent, non pas parce qu'ils étaient en train d'être abattus, mais parce que quelqu'un avait enfin frappé, au bon rythme. Cole tendit la main, ne tenant rien, juste une paume ouverte et tout le poids de la confiance dans ses yeux. Épousez-moi, Harper. Non pas pour que le monde le voie, mais parce que je ne veux plus avancer sans vous, où que ce soit à Wall Street, dans une salle de classe, ou sur un vieux toit rouillé avec des guirlandes lumineuses. Harper laissa échapper un léger rire juste au moment où une larme toucha le coin de son sourire. Elle s'assit en face de lui sans avoir besoin de réfléchir. Elle prit sa main, cette main qui avait autrefois griffé pour le succès, qui avait autrefois perdu la confiance, et qui était maintenant complètement ouverte. « Je n'ai pas besoin que vous soyez un PDG, murmura-t-elle. J'ai juste besoin que vous soyez quelqu'un qui s'agenouille en sachant qu'il pourrait être refusé. » Cole Surratt. Il ne fut pas refusé. Ils restèrent assis là longtemps, sur ce vieux toit, dans une ville qui les avait vus tous les deux au pire de leur forme et qui était maintenant témoin de leur meilleur. Pas de feu d'artifice, pas de grandeur. Juste 2 personnes assez ordinaires pour commencer quelque chose de vraiment extraordinaire. Le jour de leur mariage, il plut légèrement. Pas l'averse cinématographique d'un drame hollywoodien, ni le soleil parfait d'une carte postale dans un champ de fleurs blanches. Juste une douce brume descendant sur le jardin de la petite maison en bois de Rhinebeck où Harper et Cole vivaient tranquillement depuis quelques mois. La cérémonie eut lieu sous un auvent en bois couvert de feuilles d'érable séchées, avec seulement 12 de leurs plus proches. Daniel, l'assistant loyal de Cole. La boulangère âgée que Harper visitait tous les lundis matins. Un professeur de lycée qui avait autrefois aidé Harper à postuler à l'université. Quelques enfants du cours de codage local de Cole. Et un vieux pasteur aveugle à la voix si assuré qu'elle fit taire tout le monde. Pas de presse, pas de diamants, pas de bijoux éblouissants. Harper portait une simple robe blanche cousue main, ses cheveux attachés avec un ruban crème. Cole portait une chemise grise et un blazer en tricot marine. Personne n'était assis en rangée ou par catégorie.
Tout le monde était assis en cercle, chaleureux, proche, comme un repas de famille. Le pasteur ne fit pas un long sermon. Il sourit simplement, hocha la tête et dit, « Parfois, ce qui compte n'est pas pourquoi deux personnes tombent amoureuses, mais comment elles choisissent de s'accrocher quand le monde se tait. » Harper se tourna vers Cole, doucement, profondément. « Vous avez dit un jour. » Commença-t-elle, que vous ne sortiez pas avec des gens qui n'étaient pas de votre rang. Quelques légers rires parcoururent le cercle. Harper sourit, mais ses yeux restèrent sur lui. Et maintenant? Cole ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, la femme qui l'avait autrefois rendu défensif, puis l'avait fait se sentir petit, et enfin l'avait rendu meilleur, non pas pour le statut, mais parce qu'elle lui avait rappelé ce qui valait vraiment la peine d'être conservé quand toutes les lumières s'éteignent. Il prit sa main et dit, « Maintenant, j'espère juste que vous abaisserez un peu votre niveau pour que je puisse rester à vos côtés. » Cette fois, le rire ne fut pas seulement doux, il fut chaleureux, réel. Et Harper ne dit rien d'autre. Elle hocha simplement la tête. Puis ils échangèrent leurs vœux, rien de fleuri, rien de répété. Juste ceci, je ne promets pas d'être toujours fort, mais je promets d'être toujours honnête. Je ne promets pas d'être parfait, mais je promets de te choisir chaque jour, même les plus difficiles. Les applaudissements suivirent. Le pasteur sourit et hocha la tête. Personne ne mentionna les entreprises, les actifs, les carrières ou les classements. Personne n'en avait besoin. Parce que ce jour-là, ce qui fut prouvé n'était pas un amour de conte de fées. C'était un engagement tranquille entre deux personnes qui avaient été brisées, qui avaient perdu, qui avaient échoué, et qui s'étaient quand même choisies, avec des cœurs non plus remplis de conditions. Cette nuit-là, bien après la tombée du crépuscule et que la réception se soit estompée dans la lueur vacillante des bougies, Harper posa sa tête sur l'épaule de Cole et murmura. « Quelle est, selon toi, la plus grande chose que tu aies apprise de moi ?» Cole serra doucement sa main. « Que la valeur ne vient pas de la richesse, dit-il. Elle vient de la façon dont on vit et de ce en quoi on a confiance. » Elle sourit. « Et ce que j'ai appris de toi, c'est que le véritable amour ne commence pas avec l'admiration. Il commence en se voyant exactement tel que nous sommes. » Sous le chant des criquets d'automne et l'odeur de la tarte aux pommes dans le vent, ils restèrent assis là, n'ayant pas besoin d'une fin à leur histoire, car ils savaient déjà que la plus belle chose n'était pas la fin. C'était le voyage qui semblait assez réel pour que deux personnes qui pensaient ne plus jamais pouvoir aimer, choisissent de commencer.